Là, vous êtes docteur en psychologie. Quelle est l'importance pour vous de ces cérémonies? Aident-elles à penser les attentats, comme le dit le titre de votre livre? Les cérémonies, c'est vraiment n'importe qui a vécu une période de deuil connaît l'importance de ces moments symboliques. Donc effectivement, pour les victimes notamment, c'est un moment de reconnaissance aussi de la part de l'État, de ce qui a pu se passer. Et ça vient marquer un moment de rupture aussi de cette année qui vient de s'écouler. Donc pour les victimes, je pense que c'est très important. Et ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'elles ont tenu à ce que ce soit des cérémonies très sobres et vraiment entre elles. Pas forcément en impliquant la population au-delà des personnes du quartier qui ont pu leur porter secours. Et on voit sur les images le président de la République qui est venu témoigner de la solidarité de l'État envers les victimes et assurer les victimes et leurs proches de sa sympathie personnelle. Il est en train donc de serrer beaucoup de mains. Ce travail de reconstruction psychologique, il est évidemment variable d'une personne à une autre. Combien de temps ça peut durer en moyenne? Je ne peux pas vous répondre à cette question de façon très claire. On sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans la façon dont on va se remettre. Déjà l'événement lui-même, c'est-à-dire où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on a subi, est-ce qu'on a perdu des proches, est-ce qu'on a été blessé. Je vous donne un exemple tout simple, mais on sait que les personnes qui ont été blessées, notamment au niveau du visage et des mains, parce que ce sont des parties visibles du corps, mettent plus de temps à s'en remettre. Donc vous voyez vraiment des tas de petits événements comme ça, enfin pas petits dans les conséquences, mais des choses qu'on pourrait penser accessoires qui vont énormément compter. Et il y a ensuite le passé de chacun. Est-ce qu'on a déjà vécu des événements traumatisants? Est-ce qu'on est bien entouré aussi? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et une autre chose qui est importante en ce jour de commémoration, c'est aussi la reconnaissance officielle et le soutien de l'État qui peut y avoir dans les faits auprès des victimes, c'est-à-dire quelle reconnaissance on apporte à leur préjudice psychologique. Ce genre de choses-là va permettre de surmonter plus ou moins facilement les événements. Et comment expliquer que des personnes soient plus ou moins résilientes pour reprendre une expression qui est quelque peu galvaudée aujourd'hui. Oui. La résilience, c'est vraiment cette idée que ça vient de la physique, hein, de ces métaux qu'on peut plier et qui ne cassent pas. Donc on l'utilise en psychologie pour décrire c'est un processus, c'est quelque chose qui se construit, qui est actif en permanence. Cette idée que face à des événements extrêmement difficiles, non seulement on peut s'en remettre, on n'est pas forcément brisé par ça, mais également on peut même en faire une force d'une certaine manière qui va nous aider à nous tourner vers des choses positives. La résilience, on sait que ça dépend énormément des expériences précoces. Est-ce que dans l'enfance, on a eu des figures parentales soutenantes, étayantes? Et à l'âge adulte, c'est la même chose. Ce qui prédit le mieux la résilience, c'est le soutien qu'on peut recevoir par ses proches et par la société en général. On sait que les travaux de recherche du psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik sont largement consacrés à cette question sur la résilience. Je m'adresse maintenant à vous, Sébastien Boussois. Vous êtes auteur de ce livre, France-Belgique, la diagonale terroriste, préfacé par Marc Trévidic. Ce réseau franco-belge que vous analysez dans votre livre, où prend-il tout d'abord sa source ? C'est un phénomène extrêmement complexe pour lequel on a de nombreuses ramifications et pour lequel on ne sait encore évidemment pas tout. On voyait encore hier que les autorités nous disaient qu'elles savaient et qu'elles connaissaient probablement le nom du commanditaire, mais au niveau des services, qu'elles ne souhaitaient pas le donner. Donc il y a à la fois le commanditaire absolu, qui peut être l'État islamique dans ce cadre-là, et puis ensuite il y a ce que j'appellerais les petites mains. Et ce système tel qu'il s'est constitué prend ses ramifications dans un certain nombre de phénomènes et dans un certain nombre de cercles. Ce sont bien souvent, en tout cas dans le cadre de la filière dite Abaoud, ce sont des profils de petits délinquants, de gens qui ont été plus ou moins en Syrie, pas forcément tous, qui sont passés par ce rite de passage, ce rite d'initiation qu'a été la Syrie depuis quelques années comme catalyseur, mais catalyseur d'un certain nombre de frustrations, catalyseur d'un certain nombre de difficultés selon les uns et les autres. Certains ont été en échec scolaire, ont été dans des familles plus ou moins, je dirais, aux situations complexes, mais pas tout. Donc il n'y a pas tous. Il n'y a pas de loi scientifique sur les profils aujourd'hui des terroristes qui sont passés à l'acte comme de ceux qui ne sont pas encore aujourd'hui passés à l'acte, mais qui seraient dans des processus de radicalisation profonde. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, comme le livre, en tout cas l'a titré, il y a une diagonale, il y a des liens historiques
entre la France et la Belgique. Et le juge... Pourquoi la Belgique, elle apparaît justement comme la base arrière de ces réseaux? Ce sont des histoires probablement de concurrence, je dirais, de communautarisme, avec tout simplement déjà l'importance extrêmement forte du nombre de musulmans d'origine immigrée depuis un certain nombre de décennies, qui sont issus des processus de décolonisation notamment, et que ça soit la France avec, je dirais, l'héritage colonial, ou la Belgique avec des accords d'immigration économique dans les années 60 qui ont permis et facilité l'arrivée d'un certain nombre de Marocains, notamment, puisque l'accord était essentiellement beaucoup de la région du Rif, d'ailleurs, qui est particulière. Bien sûr, oui, c'est un élément qui a été souligné dans le livre, avec toutes les polémiques qu'il y a autour, sans jamais faire de culturalisme. En tout cas, on s'est opposé à ça, mais il y a des parallèles, et en tout cas des indices qui nous montrent qu'une grande partie de ceux qui sont passés à l'acte étaient d'origine rifaine. Mais on a dépassé ce cadre-là dans le cadre de l'ouvrage, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ce maillage s'est tissé entre des Français résidant en Belgique, entre des Marocains résidant en France ou en Belgique, ou des Algériens. Et il y a une forme de solidarité, de frustration, il y a une forme de connexion à travers des délinquances, à travers des petits trafics, qui ont fait que des structures se sont ensuite catalysées à travers un certain nombre de personnes, et les hommes providentiels jouent beaucoup pour beaucoup là-dedans, et récupèrent à travers des réseaux de recruteurs des jeunes qui sont certains en déshérence et d'autres pas du tout, puisqu'on a aussi des gens qui étaient employés avec des situations familiales tout à fait normales. Et on a parlé de Nice la dernière fois que je suis venu en plateau. Il suffit de certains hommes comme Omar Hansen à Nice pour, je dirais, galvaniser des jeunes qui sont un peu en déperdition dans des processus de post-adolescence notamment, comme ça a été le cas, je dirais, en Belgique, avec les filières de Sharia for Belgium, qui ont commencé à Anvers, qui ont continué à Vilvoorde et qui ont essaimé ensuite sur un terrain favorable, notamment à Molenbeek, même si ce n'est pas je dirais, la seule expérience. Je crois qu'il faut dépasser le cadre du Molenbeek bashing, mais qu'en tout cas, sur un terreau favorable, avec des situations économiques et sociales extrêmement complexes. À Molenbeek, vous avez près de 30% de chômeurs, avec évidemment... Il y a une tolérance, en général, à l'égard de cet islamisme radical? Alors ça, c'est un vrai grand débat. On a eu tendance à accuser, en tout cas dans le cadre de Molenbeek, les autorités de laxisme, de clientélisme, en tout cas d'avoir favorisé, sans juger, au nom parfois même de la laïcité. On permet de faire beaucoup de choses au nom de la laïcité, ce qui est aussi peut-être une véritable réflexion à engager aujourd'hui sur la question de la laïcité qui, parce que l'État ne veut pas voir, va favoriser beaucoup de choses. Sur la question de l'islamisme radical, en Belgique, ça a été essentiellement une vraie grande question d'État, puisque les clés du centre culturel principal aujourd'hui à Molenbeek, même s'il est considéré comme relativement calme, a été donné par l'État belge à l'Arabie Saoudite dans les années 70, et que ce centre culturel arabe à 100 mètres, 200 mètres des quartiers européens est devenu une sorte de phare de l'islam de Belgique pendant un certain nombre de décennies, et a favorisé l'implantation, pour différentes raisons qui sont expliquées dans le livre, le wahhabisme et le salafisme, même si je pense qu'il faut encore une fois déconnecter ce qui s'est passé. Ces jeunes qui sont passés à l'acte n'ont vraiment pas grande connaissance de l'islam. Ils se convertissent rapidement, ce sont des réseaux mafieux, des délinquants qui se convertissent rapidement. Je pense qu'il y a un processus d'islamisation de la radicalisation, comme le dit Olivier Roy. En tout cas, je suis plus sur ce pan-là, même si encore une fois, c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. Mais c'est pas des personnes qui sont progressivement radicalisées à partir d'une conscience religieuse. C'est des personnes qui sont basculées à un moment dans ces réseaux locaux et ces réseaux de recruteurs, et à un moment, l'image du califat, l'image de la manipulation d'un certain nombre de recruteurs, leur disant qu'ils pourraient se racheter, qu'ils pourraient peut-être redevenir de bons musulmans, et devenir déjà des musulmans, puisque beaucoup se sont aussi également convertis, peut-être un moment où les attirer. Mais je pense que les Abdeslam et les Bakraoui n'ont, à mon avis, vraiment pas grande connexion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une cristallisation autour de l'islamisation, et que ceux qui sont partis là-bas sont quand même dans un imaginaire et une représentation de l'État islamique qui doit quand même à un moment les plaire. Et l'idée de la purification, l'idée de la mort, l'idée du nihilisme, l'idée du shahid et du martyr sont quand même des éléments qu'on retrouve dans l'islam. Le passé mafieux également. Marianne Keda, je me retourne vers vous. Est-ce que toutes les personnes qui vivent une telle horreur, on voit Patrick Pelou à l'antenne d'ailleurs, un tel traumatisme, est-ce qu'elles ont besoin de l'aide d'un professionnel de santé, psychologue ou psychiatre? Alors, c'est une question qui est un peu compliquée pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que tout le monde ne réagit pas de la même manière face à de tels événements. Ce qui est important de retenir, c'est que, on sait, après les attentats du 11 septembre, par exemple, aux États-Unis, ce qu'on a montré, c'est que 20% des personnes qui étaient proches des tours au moment où elles se sont effondrées et où il y a eu le crash des avions,
Entre guillemets, seulement 20% des personnes qui étaient présentes ont présenté des troubles vraiment au sens pathologique du terme. Ça ne veut pas dire que les 80% restants n'ont pas eu de réaction du tout, n'ont pas été affectés, bien entendu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des gens se remettent de ces événements-là. Donc ce qui est important de savoir, c'est quand on ne se sent pas bien, alors notamment à 1 an des événements, si on a toujours des traces que peuvent être par exemple des flashbacks, des images qui reviennent dans la tête de façon très envahissante, ou bien le fait de ne pas pouvoir se rendre à certains endroits parce que ça nous fait trop peur. Si on a encore des difficultés de ce type-là, c'est important effectivement de pouvoir consulter. Et puis, autre chose, c'est qu'à distance des événements, parfois c'est plus ces symptômes-là vraiment qui vont être les plus prégnants. C'est davantage des questions existentielles. Des bouffées d'angoisse, ne plus pouvoir dormir. Alors même au-delà de ça, c'est-à-dire vraiment de se demander quel est le sens de la vie. Et de façon très aiguë et parfois très douloureuse, quand on a perdu un proche par exemple, quand on a frôlé la mort, vraiment ces questions-là s'imposent parfois à nous. Et même si elles ne créent pas des symptômes à proprement parler, elles peuvent créer un sentiment de détresse important. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est important de consulter quelqu'un de spécialisé sur la question, un psychiatre ou un psychologue. Aujourd'hui, après chaque événement grave, où il y a des morts, par exemple même un déraillement de train ou un accident de car, on met en place des cellules psychologiques. Pourquoi est-ce important, d'après vous ? Alors, les cellules d'urgence médico-psychologiques, elles existent depuis de nombreuses années aujourd'hui. Elles ont vraiment pour intérêt de pouvoir accueillir les gens immédiatement après un événement de ce type-là. Il faut bien comprendre que le but, c'est pas d'aller tout de suite faire parler les gens, absolument, parce que ça, on sait que ça peut avoir des effets négatifs. C'est vraiment juste de pouvoir les recevoir, prendre soin d'elles, les mettre en contact avec leur famille, et puis aussi leur parler de ce que peuvent être les réactions après un événement de ce type-là. Parce que quand on a des réactions physiologiques très fortes, soumis à une peur tellement intense, le cerveau a vraiment des réactions particulières. Du coup, on va avoir des comportements particuliers parfois. On prend un exemple, par exemple, au Bataclan. Beaucoup de personnes ont dit s'être enfuies en piétinant des gens. Et être vraiment scandalisés par leur propre comportement dans lequel ils ne se reconnaissaient pas. Ça, c'est une réaction qui est très fréquente. La fuite à tout prix, c'est une réaction qui est extrêmement fréquente dans ce genre de situation. Donc les cellules d'urgence médico-psychologiques, elles ont pour principal intérêt de pouvoir vous dire, voilà, dans les jours qui viennent, probablement que vous allez présenter un certain nombre de réactions particulières, des flashbacks, la difficulté à retourner à certains endroits, le fait de sursauter dès qu'il y a une porte qui claque. Et ces symptômes-là, ces réactions-là, ne sont pas forcément le signe que vous allez extrêmement mal. Ça ne veut pas dire que vous êtes fou, mais ça veut dire... Y compris un sentiment, par exemple, de dépersonnalisation ? Alors, le sentiment de dépersonnalisation, c'est quelque chose qui a été très souvent décrit dans le cas des attentats, mais dans les cas d'événements traumatisants, les personnes qui ont été agressées, typiquement, vous dit ça très souvent, c'est le fait de ne pas se sentir soi-même, d'avoir l'impression d'être spectateur de ce qui est en train d'arriver, de se sentir en dehors de son corps, comme si on regardait un film. Ça, c'est très très souvent décrit et ça peut être très perturbant. On n'a pas l'habitude de réagir comme ça. Donc, les cellules d'urgence médico-psychologiques, ce qu'elles font, c'est beaucoup ça, ce qu'on appelle la psychoéducation. C'est-à-dire vous dire, voilà, principalement, les réactions que vous allez probablement présenter dans les jours qui viennent, c'est ça. Et à quel moment vous devez être vigilant et consulter. Et on donne aussi des conseils pour essayer de se remettre du mieux possible sans prendre de médicaments, sans faire appel à un psy forcément tout de suite, mais simplement des conseils d'hygiène de vie. Parler des médicaments, est-ce que dans certains cas, les médicaments peuvent être utiles ou pas ? Alors, pour immédiatement après des événements aussi graves que ça, ce qu'on recommande, il y a des tests qui ont été faits, la prescription de bêta-bloquants dans les premières heures peut permettre de ralentir le rythme cardiaque et diminue le risque de présenter des symptômes. Mais vous voyez que ce n'est pas ce à quoi on pense naturellement, à savoir prendre des anxiolytiques, etc. Ça, en fait, on recommande de ne surtout pas le faire. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. La plupart des gens ont les ressources naturelles pour se remettre de tout ça. Et donc, il ne faut pas perturber ce processus-là qui se fait naturellement. Surtout pas donner de substances à tout prix. Dans votre livre, je rappelle le titre, « Penser les attentats » aux éditions Robert Laffont, vous revenez sur le mot de traumatisme psychique qui est un peu employé à tort et à travers aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui caractérise le traumatisme ? Est-ce que c'est l'importance objective de ses causes ou la gravité de ses conséquences ? Alors, ce qui caractérise le traumatisme, la définition
psychiatrique du terme. C'est vraiment le fait d'avoir été exposé à une menace vitale, soi-même ou en être témoin sur quelqu'un d'autre qu'on connaît ou pas. C'est vraiment ça, en fait, un événement traumatisant, c'est ça. Et le traumatisme, c'est les symptômes qui découlent de cette exposition-là. Donc on sait ce que... Et quelles sont les conséquences qui font dire que c'est un traumatisme psychique? Ce qui résulte de ça, c'est vraiment le fait de présenter des flashbacks, ce qu'on appelle la reviviscence, revivre en permanence l'événement traumatique. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les personnes qui ont ces symptômes-là ne se souviennent pas de l'événement traumatisant, elles le revivent. Tout leur corps se remet en situation, est prêt à fuir, est prêt à se défendre, etc. Donc c'est pas comme quand nous, on pense à quelque chose d'un peu désagréable qui nous est arrivé la semaine dernière. On le revit dans des images à l'état d'éveil, mais aussi dans des cauchemars la nuit. Donc c'est des cauchemars qui sont très typiques, qui sont très proches de l'événement initial en général. On présente aussi des symptômes qu'on appelle d'évitement, c'est-à-dire stratégie d'évitement. Alors oui, stratégie, c'est pas conscient. Oui. Mais vraiment l'idée, c'est on évite tout ce qui va pouvoir rappeler l'événement traumatisant. Donc ça peut être bien dans un premier temps. Ça peut être bien dans un premier temps, c'est souvent nécessaire parce que la peur est tellement forte. En fait, en évitant d'aller à certains endroits ou de voir certaines personnes, ce qu'on évite, c'est le souvenir du traumatisme. On ne veut pas y penser. Donc, dans un premier temps, ça peut rassurer un petit peu. Mais le problème, c'est que c'est vraiment la stratégie de l'éléphant rose. Si je vous dis surtout, ne pensez pas à un éléphant rose, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, vous avez l'image dans la tête. Donc, faut pas cristalliser, en fait. Voilà, le fait, plus vous essayez de ne pas y penser, plus vous allez y penser. Et généralement, ces évitements, ils commencent au début par des petites choses. Par exemple, je ne veux pas aller à un concert. Mais ensuite, ils vont s'étendre à d'autres domaines de la vie. Petit à petit, c'est je ne veux plus aller dans une salle fermée. Par salle fermée, je vais aussi entendre aller à la banque, aller au supermarché, etc. Donc, vous pouvez vraiment vous retrouver dans des situations où votre vie se replie complètement sur quelque chose de très solitaire et où vous vous privez aussi du contact avec les autres. Donc, avec des conséquences sociales, professionnelles ou relationnelles. Professionnelles aussi, évidemment, mais merci de le dire parce qu'effectivement, reprendre son travail quand il faut être, je ne sais pas, dans une salle fermée pour filer cet exemple-là, mais voilà, ça peut être très compliqué, être en réunion avec un groupe quelque part parce que ça rappelle le mouvement de foule, prendre le métro, tous ces moments-là vont être très difficiles. Donc plus on évite, en fait, c'est ça. Donc justement, les stratégies thérapeutiques, ça va être d'essayer de lutter contre ces évitements petit à petit et par étapes. Vous restez bien sûr avec nous, Sébastien Boussois, je me retourne vers vous. Je rappelle donc votre livre « France-Belgique, la diagonale terroriste ». Est-ce que tout cela a changé depuis les attentats de Paris ou pas, en Belgique notamment ? Qu'est-ce que vous appelez tout cela Est-ce qu'on a parlé d'une certaine naïveté, d'une certaine volonté de ne pas voir de la part des autorités? Oui, il y a plusieurs phénomènes. La question du laxisme dont on avait parlé tout à l'heure, elle fait encore débat et elle restera encore longtemps. Évidemment, on est dans la phase encore de l'enquête où on s'interroge sur y a-t-il eu une faille des services ou pas, que ce soit en France ou que ce soit en Belgique. Et évidemment, moi, Français vivant en Belgique, j'étais un peu dans une situation un peu ambiguë et une forme de mal-être quand la France a commencé, ou en tout cas les autorités ont commencé à charger la Belgique en leur disant que finalement ils étaient responsables. Est-ce que c'est pas une façon de ne pas voir également nos propres faiblesses ? Le problème, c'est que c'est un moyen de fuite et en même temps, les services ont été relativement efficaces en fait entre 2012 et 2015. Il n'y a rien eu sur le sol français, il faut s'en estimer heureux et en réalité rassuré, il n'y a rien eu pendant de Mera jusqu'aux attentats à Paris. Et ça pose une véritable difficulté liée à la confiance des services. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs des relations entre les services belges et les services français, c'est que les deux n'ont pas les mêmes moyens. Et les services français ont énormément de moyens. Il y a eu une fusion des deux services pour lequel on a tendance plutôt à dire que finalement il y a une déperdition de l'information et notamment avec la suppression en partie de la police de proximité. Il y avait une chaîne avant qui permettait d'informer de bas jusqu'en haut. Sur la question de la Belgique, c'était probablement la même chose. Le rôle des informateurs, entre guillemets, locaux et le rôle de la police locale est extrêmement important pour faire et provoquer, susciter des remontées jusqu'au ministère. Il y a un défaut de coopération ou pas ? Entre la France et la Belgique, non, enfin en tout cas c'est pas moi qui porterai ce genre de jugement. Les autorités ont eu tendance à être dans le Belgium bashing qui paraissait relativement facile et puis finalement les deux pays ont été touchés depuis la même filière. Mais je crois qu'il y a en tout cas eu une chute des budgets qui auraient permis
largement, en tout cas, d'aller jusqu'au bout et peut-être prévenir honnêtement. Ça, aujourd'hui, on peut refaire l'histoire. Je crois qu'il est très difficile de le dire et de l'imaginer. Mais en tout cas, ce que certaines autorités ont pu me dire à Bruxelles, il y avait des informations sur un certain nombre de profils qui étaient radicalisés, pour lesquels la police disait clairement qu'on a 10 personnes qui devraient être suivies et qu'on a les moyens de n'en suivre que 3. Donc qu'est-ce qu'on fait des 7 autres? Et je ne parle même pas du retour de tous les homegrowners, ceux qui sont nés ici, qui ont été s'inventer un destin là-bas, et pour ceux qui n'ont pas été tués, qui vont revenir à un moment ou un autre, ou qui sont déjà sur le chemin. On sait très bien qu'on n'a pas les moyens de suivre à la trace l'ensemble de tous ceux qui vont revenir avec l'affaissement, je dirais, je ne parle pas d'effondrement, mais de l'affaissement de l'État islamique. Et c'est ça qui a de quoi inquiéter, c'est qu'au-delà des services, au-delà de la police qu'il peut y avoir dans les rues, au-delà de l'armée qui est dans les rues à Bruxelles depuis X temps, on voit bien que le problème fondamental n'est pas d'être comme ça, en tout cas montrer l'ordre et montrer que l'État est présent est important, mais la prévention est véritablement fondamentale, comme le travail en amont des services. Et du coup, plus généralement, où en est la coopération européenne? Alors la coopération européenne s'est renforcée. Il y a eu un grand plan d'action de l'Union européenne antiterroriste qui a été mis en place en 2015. Il y a depuis 7 ans maintenant un coordinateur de la lutte antiterroriste au niveau de l'ensemble des 28 États membres qui s'appelle Gilles de Kerchove et que nous avons rencontré la semaine dernière avec mon co-auteur, pour lequel voilà, il se fait passer souvent, bien malgré lui, comme un agent sécuritaire, parce que c'est toujours le grand débat. Est-ce qu'on est là pour faire de la répression? Est-ce qu'on est là pour agir après coup? Est-ce qu'on peut véritablement prévenir? Je pense que oui. Et en tout cas, Gilles de Kerchove, le coordinateur, tente de mettre un certain nombre de mesures et de pistes pour prévenir ce genre d'attentats. Au-delà de renforcer la sécurité dans les espaces publics, c'est véritablement permettre à travers des fichiers, véritablement permettre à travers des profils qui sont indiqués de remonter des filières. Mais il est vrai que même un an après, on n'a pas aujourd'hui évidemment le résultat final de l'enquête. Donc ce sont des enquêtes extrêmement compliquées à mener avec beaucoup de juges d'instruction qui sont en place. Et évidemment, pendant tout le temps qu'on passe sur ces affaires passées, on doit aussi prévenir et éviter qu'un nouvel attentat puisse survenir. Et c'est ça probablement la grande inquiétude, c'est qu'il y a comme une forme malheureusement de spectacle qui se répète. On ne pensait pas que Nice surviendrait derrière tout ça, malgré l'état d'urgence, malgré tout ce qui avait été mis en place. Et il y a eu Nice et je crois que du coup, les services travaillent aujourd'hui encore plus qu'activement, peut-être bien plus qu'avant, avec justement ce qui se passe géopolitiquement de l'autre côté de la Méditerranée. On a vu qu'un belgo-marocain a été le coordinateur, Oussama Attar, qui a été récemment identifié. Pour en revenir à ces terroristes, quelle est leur origine à la fois sur le plan personnel, mais aussi dans l'histoire de leur propre pays, de leur propre culture? Encore une fois, c'est une situation qui est compliquée pour tenter de faire des parallèles. Faire une loi scientifique sur l'ensemble des profils est toujours, en tout cas à ce stade, extrêmement compliqué. Il y a des profils de la tuerie de Liège qu'on a un peu oublié, par exemple. Amrani, qui était belge et qui fait partie comme un symbole du premier qui a commis des attentats, je dirais, avec la tuerie du musée juif à Bruxelles, déclarés comme les premiers liés à l'attentat islamique. D'autres, avant, c'était d'autres revendications différentes. Mais les profils, un certain nombre, étaient dans la délinquance, étaient tous pratiquement passés par la case prison pour les attentats de Paris comme les attentats de Bruxelles. Une grande partie avait fait un séjour rite initiatique on voit à Baoud, là, en Syrie. Et il est intéressant, et à mon avis, c'est ça un des problèmes fondamentaux en termes de prévention également, de se pencher aujourd'hui sérieusement sur la question des prisons. On voit bien que nous sommes tous impuissants face à la situation de nos prisons, que ce soit et en France et en Belgique. Je cite par exemple une étude qui a été faite par une chercheuse de l'Université catholique de Louvain, Fabienne Brion, et qui nous explique qu'il y a eu beaucoup plus de profils de radicalisation dans la prison de Forêt, par exemple, qu'à Molenbeek. Et la prison aujourd'hui est un problème fondamental. Et les débats qui sont menés de manière publique et les tentatives du gouvernement de trouver ces solutions, est-ce qu'on crée des centres, est-ce qu'on isole les profils les plus dangereux, est-ce qu'on fait avec tous les profils la même chose qu'avec Abdeslam? Ce sont des profils qui ont été jusqu'au boutistes, qui ont radicalisé, qui sont basculés dans la violence. Abdeslam, c'est un cas à part, puisqu'il se serait, en tout cas, dégonflé au dernier moment. Mais on a aujourd'hui des profils qui ont tendance... Alors, l'avocat d'Abdeslam, l'ancien avocat d'Abdeslam, Sven Marin, nous a dit hier qu'il s'était radicalisé en prison, comme s'il ne l'avait pas été déjà avant.
En réalité, le problème qu'il probablement... Mais ce ne sont pas des religieux de longue date et des connaisseurs de l'islam, en tout cas. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ce ne sont pas des gens qui fréquentent véritablement les mosquées. Les salafistes et les wahhabites sont très discrets depuis les attentats, en particulier en Belgique. Ils ne veulent pas être associés à ça. Mais ce sont des profils qui, dans leur chambre, face à Internet, au contact des recruteurs, dans les quartiers, à un moment ou un autre, ont été repêchés par rapport à ça. On leur a dit, moi je connais des profils de gamins qui ont décroché à l'école, se sont rattachés à quelque chose, ont essayé de trouver de l'emploi, ont été confrontés aux pires discriminations pour avoir un boulot décent, même avec des diplômes, et à un moment sont manipulés, instrumentalisés, et on leur dit, vous voyez, vous avez tout ce parcours, et de toute façon votre pays ne vous aimera pas, vous voyez bien que vous êtes toujours à la marge, que vous êtes des citoyens de seconde zone, et soit certains partent, comme à l'époque, soit finalement vous allez punir le pays qui ne vous accepte pas, qui ne vous aime pas. Et ce sont les derniers appels qui sont inquiétants de l'État islamique de cette année, de dire ne venez plus là-bas, mais ne faites plus la hijra, mais faites votre propre attentat et vous vous inventerez un destin et finalement vous aurez donné un sens à votre vie que de punir ce pays qui finalement ne vous intégrera jamais. Ça, c'est aussi une façon stratégique et de manipulation d'opposer les communautés entre elles en France et en Belgique notamment, comme par hasard là où les communautés sont les plus nombreuses. Et ça, évidemment, c'est en tout cas pour des jeunes la possibilité de basculer très, très rapidement. Radicalisation express, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui de talentueux cadres qui travaillent pour l'État islamique. Il n'y a pas que des gens complètement perdus. L'État islamique a aussi embauché des gens qui sont des rois de la communication et qui ont su faire des films extraordinaires pour embobiner les jeunes et pour arriver à les happer et arriver à les faire basculer au point de dire non, moi finalement, effectivement, je vais commencer à faire mes prières dans ma chambre, je cache mon tapis sous le lit pour pas que ma famille me voie. Et c'est ce qu'on peut voir sur le film qui vient de sortir, Le ciel attendra, et qui montre des profils souvent de gens qui en plus sont convertis, avec aussi des filles, avec aussi des mineurs. La sociologie des djihadistes a fondamentalement changé et n'est absolument pas celle que l'on avait tendance à imaginer, ou en tout cas qui était celle-là en 2011-2012. Merci beaucoup Sébastien Boussois pour votre analyse. On retrouve maintenant toujours Karima Kiki qui se trouve au Bataclan. Quel est le dispositif de sécurité depuis ce matin? Très visible, je suppose qu'il y a également des policiers en civil. Oui, un dispositif impressionnant. Je peux vous dire que personne ne pouvait approcher les abords du Stade de France. La circulation a été coupée ici, au Bataclan, où je me trouve. De nombreux policiers, évidemment, en tenue, des snipers également sur les immeubles. Évidemment, on veut montrer que l'État est là et que la sécurité est garantie. Je vous rappelle qu'il y avait le président de la République, le Premier ministre, la maire de Paris, et puis tous les parents de victimes et les rescapés qui étaient ici. Le dispositif devrait être levé d'ici un quart d'heure parce que le président de la République est parti. Il y a encore les associations de parents de victimes et de victimes qui sont encore là. Elles ont besoin de temps, toutes seules, pour se recueillir. Elles prennent le temps de se recueillir devant cette plaque où il y a marqué les 90 noms, des 90 noms des victimes ici au Bataclan. Le dispositif va être levé, mais il y aura également un dispositif de sécurité à la mairie du 11e où un lâcher de ballon sera organisé. Puis plus globalement, la place de la République, elle est déjà cornaquée par les cars de CRS. Cette place de la République qui deviendra le lieu symbolique de mémoire, en tout cas de commémoration pour le reste de la journée après ces cérémonies officielles. Merci beaucoup Karima Kiki. Et puis parmi ces victimes, nous rendons hommage également à Mathieu Hoche, un G-Vision à France 24. Voici sa photo. Nous avons une pensée bien sûr pour sa famille et ses proches. Mathieu Hoche qui était un G-Vision pour France 24. Marianne Kédia, justement, dans votre livre, vous critiquez également la manière dont les médias traitent cet événement. Rappelez-nous les reproches majeurs que vous avez faits dans ce livre et que vous adressez aux médias. Oui, les reproches s'adressent essentiellement aux chaînes d'information en continu. Moi, j'ai été vraiment très frappée le soir de ces attentats et déjà le week-end après les attentats de l'Hypercacher, de voir à quel point le traitement de l'image était très particulier et très proche de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne traumatisée. On en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir des images en boucle qui reviennent à l'esprit sans arrêt, sans contextualiser, quelque chose de très émotionnel et très sensoriel. C'est vraiment ce qui se passe dans le traitement de l'information quand il y a des attentats. Et je trouve que ça n'a
pas évolué depuis le 13 novembre. Et quelles seraient les règles éthiques qu'ils devraient respecter ? Alors, d'avoir une prise de distance plus importante, déjà, c'est-à-dire de se demander à quoi ça sert de diffuser ces images-là, paraître un peu le b.a.-ba. Une autre question fondamentale, c'est de quel droit diffuse-t-on des images de victimes sans leur accord ? Alors, il y a toute une loi autour de ça, le fait que ce soit la foule, que les personnes soient considérées comme étant exposées dans leur intégrité dans ces images ou pas. Qui sont les journalistes pour estimer ce qui représente la dignité d'une victime ou pas ? Ça, alors pour moi, c'est un vrai mystère. Je pense que la seule personne qui peut estimer quelle est cette dignité, c'est la personne qui est filmée elle-même. Voilà. Donc ça, moi, ça me paraît être juste le b.a.-ba, de flouter les victimes, de ne pas diffuser des images sans leur accord, et puis aussi de faire attention à la répétition des images, même si les victimes sont floutées. Je vous donne un exemple. Après le 11 septembre, des études ont été faites sur les Américains qui avaient regardé la télévision. Ils avaient vu énormément d'images tournées en boucle, vraiment ce qu'on a vu nous cette année. Et en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient regardé plus de 5 ou 6 heures d'information continue, ce qui n'est pas énorme, hein, ça va très vite. Regarder 1 heure par jour pendant 2-3 jours, et puis on est très vite à ce seuil-là. Ces personnes-là présentaient des réactions quasiment aussi graves que les personnes qui étaient sur le site du World Trade Center. Donc c'est vraiment impressionnant. Et on sait aussi, et notamment ça c'est très important, que les enfants en dessous de 6 ans ne comprennent pas que les images tournent en boucle. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques heures, ils pensent que ce sont de nouvelles images et donc que les événements se produisent à nouveau. Donc est-ce que c'est pas une vision quand même un peu paternaliste ? Il faut protéger l'opinion ? Alors, l'opinion, non, on peut informer et ce qui se passe est grave. Et effectivement, il y a un changement aussi dans la sécurité des Français après un événement comme ça. Donc les informer, je trouve ça très bien. Mais prendre conscience de la responsabilité qu'on a, ça me paraît vraiment être fondamental. Par ailleurs, effectivement... Vu les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus tenable de ne pas le faire. Mais alors, c'est là où, effectivement, votre question est importante, c'est-à-dire que la responsabilité, pas que celle des journalistes, elle est aussi celle de chaque citoyen, de choisir la façon dont il s'informe. Regarder... Son bon usage par les auditeurs, voilà, on peut regarder médias. les chaînes d'information en continu, mais peut-être pas trop longtemps. Et souvent, ces chaînes-là fonctionnent avec des boucles d'une demi-heure. Donc regarder une demi-heure, ça veut probablement dire qu'on a déjà fait le tour de la boucle. On peut aussi écouter la radio et notamment lire la presse, parce que là, on contrôle mieux ce qu'on lit, on le digère mieux. Et puis c'est peut-être là que c'est l'essentiel finalement. Moi, je ne pense pas que ce soit là l'essentiel. Je pense que c'est plutôt les médias qui détiennent la clé de ça. Après, effectivement, on peut aussi chacun se surveiller dans ce qu'on transmet sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Vous vouliez réagir ? Oui, je voulais juste ajouter, alors les chaînes d'information continuent évidemment, mais je crois que les images de Nice, par exemple, ont été d'une violence et, à mon avis, ont beaucoup plus suscité de polémiques. Ces fameuses images de France 2 au moment de cette émission qui avait été en direct. Tout à fait. Et là, effectivement, on était véritablement dans autre chose parce qu'on avait les familles décimées à terre avec les couvertures sur les corps des victimes et les petits gamins de 5 ans qui ont demandé alors t'as perdu ta maman. Ça a été évidemment extrêmement violent. Donc c'est là où il y a une vraie responsabilité éthique des journalistes. Et effectivement, les chaînes d'information en continu ne sont pas les seules. Et de un, mais aussi les familles qui ne sont pas obligées devant les images de laisser leurs enfants de 6 ans. Sauf que, non, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Quand vous venez de survivre à ce qui s'est passé à Nice, et ça me paraît aussi un des éléments clés, on ne peut pas faire ce reproche-là aux victimes qui se laisseraient interviewer. Je ne parle pas de celle-là, non, je parle des gens qui sont derrière. Non, je pense du public. Le public qui est derrière la télé et qui regarde l'impact sur les enfants. Quand vous parlez des jeunes de 6 ans, je ne parlais pas du tout des victimes, je n'avais rien à dire là-dessus. Je parle du coup de la caisse de résonance que sont les chaînes d'information continue pour lesquelles les familles peuvent électriser devant les images, parce qu'on les tous, les images du 11 septembre, on a vu les tours, on les regardait comme ça. Mais c'est les enfants qui sont derrière. Il y a un côté très hypnotique aussi. Et c'est vrai que je pense que quand ça arrive les premières fois, disons que le 13 novembre, probablement on s'est tous laissé prendre à cette imagerie-là. Et puis c'est tellement effectivement surréaliste quelque part qu'on est happé par les images. Mais c'est là où aujourd'hui, prendre de la distance vis-à-vis de tout ça et analyser à titre individuel en tant que citoyen comment on gère ces informations-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ce livre-là. C'est pour donner des conseils aux parents. Aux parents et puis aux individus adultes. Et aux citoyens. Voilà, de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour mieux gérer son rapport à l'information quand il s'agit d'événements potentiellement traumatisants.
Est-ce que c'est plus facile de dire ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire, notamment avec quand un événement se produit et qu'on ne peut pas forcément tout de suite contextualiser. On le fait après, avant, sur France 24, c'est beaucoup fait dans de nombreux reportages. Bon, ça, sur le moment où il y a l'événement qui se passe, on est bien obligé d'être présent. Et il y a vous n'êtes obligé de rien, vous choisissez ce que vous faites. Il y a la manière, mais après on est bien obligé de traiter l'information. Pour avoir travaillé dans des services d'urgence à l'hôpital, les protocoles de soins en urgence, y compris sur le plan psy, c'est pas ceux qu'on utilise dans un service d'hospitalisation. Évidemment. Donc c'est la même chose dans l'humanitaire. Quand on a un déploiement en urgence, on est préparé, on a des protocoles particuliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, désolée, c'est pas pour vous charger, mais c'est vraiment important. Il faut que les chaînes d'information, notamment, et les rédactions en général, effectivement, là je vous rejoins, c'est pas toujours mieux, et l'exemple de France 2 nous l'a montré, mais que vous ayez des protocoles d'intervention en urgence. Qu'est-ce que vous vous donnez comme valeur, comme ligne directrice, comme temps d'information où vous diffusez des images très violentes, etc. C'est à vous de le faire, quoi. Merci beaucoup Marianne Kedia. Sébastien Boussois, j'avais quand même une autre question par rapport à l'islamisme radical qui est une idéologie, mais la construction d'un califat, ça c'est un projet politique et stratégique. Et quelle place a tenu l'invasion de l'Irak dans la réalisation de ce projet politique ? Alors ça, il faudrait... Parce que ça, vous n'en parlez pas évidemment dans votre livre. Il faudrait une parce que demi-heure France ou une heure Belgique. pour détailler l'ensemble des tenants et des aboutissants. La réalité, c'est que dans ce livre, c'est ce qu'on a voulu faire également, c'est questionner la relation de l'Occident à l'Orient, questionner la relation de la France à un certain nombre de pays du côté du Levant, comme on a tendance à l'utiliser souvent, à utiliser cette expression, bien qu'elle soit quelque peu coloniale. Mais la manière dont Bush a décidé en 2003, et ce processus est beaucoup plus ancien, puisque les Irakiens ont vécu des traumatismes, je dis le mot de manière simple, sans entrer dans la psychologie, ou du trauma, en tout cas depuis bien des années, de 91 jusqu'à, il faut pas oublier la guerre Iran-Irak en 1980-1988, ce sont des populations qui sont déjà, je dirais, rodées, entre guillemets, même si on ne l'est jamais, mais qui subissent déjà ce type de traumatisme. Ensuite 91, ensuite l'invasion de l'Irak en 2003 et le renversement de Saddam Hussein a fait absolument tout basculer, puisque Bush, ayant envahi l'Irak sur un prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive, or il n'y en avait pas, avait cette vision du grand Moyen-Orient. La réalité, c'est qu'il s'est passé pendant 10 ans sur un terrain extrêmement violent déjà d'embargo au pétrole contre nourriture, avec 1 million de morts en Irak, avec des populations et des jeunesses en carence, avec des traumatismes psychologiques de populations qui n'avaient pas accès à l'ensemble des nourritures et des biens de première nécessité. Donc vous aviez déjà une population qui fermentait, si je puis dire, en termes de déséquilibre, en termes de virulence, pour ne pas dire encore de violence. Et puis, renversement de Saddam Hussein, les pouvoirs américains... Appareil d'État liquidé, désadaamisation, débaassisation, ensemble des soldats... Qui sont devenus des cadres de l'organisation État islamique. Qui sont aujourd'hui les cadres de l'État islamique, sont essentiellement les anciens soldats de Saddam. Mais ce qui s'est passé, et qui est à mon avis le point clé, qui me permet de faire un parallèle avec l'histoire des prisons ici, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez des images d'Abu Ghraib et de cette djihad américaine qui traînait un soldat irakien en laisse. Ça a fait le tour du monde. Les soldats irakiens qu'on a mis en prison, la manière dont on s'est comporté à Guantanamo pour l'autre pays voisin, comme à Abu Ghraib, nous avons généré des bêtes. Je crois que nous avons transformé ces êtres humains en les dépersonnalisant d'ailleurs, je reprends ce mot-là pour en signifier autre chose, mais que ces gens ont basculé du coup dans une violence qui était prête à tout. Et ce qu'ils nous renvoient aujourd'hui, les cadres de l'État islamique qui sont d'anciens... D'ailleurs, leurs prisonniers ont la même tenue que ceux de Guantanamo. Hein. Voilà, exactement, orange. Ce qui n'est pas un hasard, c'est aussi pour nous renvoyer, nous sommes dans des sociétés où la mort est tabou. L'État islamique a très bien compris que plus il nous mettrait la mort en face, par les images qu'on voit là sur les attentats qui nous touchent directement, comme les images de décapitation qu'il y a sur place, c'est pour nous générer en nous cette violence qui est intolérable puisqu'on est dans des sociétés de tabou. Par rapport à ça, l'islam n'a pas ce tabou-là, que ce soit le shahid, le martyr, ou que ce soit les martyrs qui sont souvent, d'ailleurs, j'ai travaillé sur Gaza et sur la Palestine également, on voit ces martyrs qui sont morts, qui sont portés à bout de bras sur un linceul, et qui sont trimballés comme ça dans toute la population pour leur rendre hommage en disant, voilà, le martyr, etc. Et souvent, on voit le visage. L'État islamique a très bien compris qu'il fallait nous violenter comme ça, en jetant les homosexuels des tours,
tour, en décapitant, en faisant appel aux jeunes et en rendant les gamins complètement fous, en leur donnant des armes, puisqu'à partir de 9 ans, les jeunes commencent à entrer en camp d'entraînement et à se former à cette violence et à cette formation paramilitaire. Et je crois que c'est un retour, entre guillemets, de bâton, avec des histoires d'équilibre et de déséquilibre également entre les sunnites et les chiites. Les sunnites, donc une volonté de vengeance contre les chiites, qui ont été considérés comme des collaborateurs des Américains et de l'occupant. Donc on n'est évidemment pas au bout de nos peines, vu la situation en Irak, et ce n'est pas l'affaissement de l'État islamique qui va, je dirais, renforcer notre sécurité aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre décryptage, Sébastien Boussois, et merci d'être venu. Et merci à vous également, Marianne Kedia. Pensez les attentats, France-Belgique, la diagonale terroriste. Merci à vous deux. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à la régie, à Karim Akiki qui était sur place au Bataclan, au chercheur donc Sébastien Boussois, à la psychothérapeute Marianne Kedia, à la chef d'édition Sarah Missaoui, à Cécilia Dobati et à vous tous de votre attention. L'information continue en français, en anglais et en arabe. Merci à vous tous.